Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des Arts et la Science by Jérémy. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais m'intéresser au matériel de rechargement. Alors suite à la dernière vidéo que j'ai faite sur les cycles de rechargement, j'ai eu tout le temps les mêmes questions, qu'est-ce que je dois acheter, nanana. Et donc du coup plutôt que de répondre individuellement, que ça me prenne beaucoup de temps et qu'en plus personne d'autre en profite, et ben je vais en profiter pour en faire une vidéo. Alors à l'origine la chaîne ne devait pas du tout porter là-dessus, mais bon, vu qu'il y a quand même pas mal de questions et d'interrogations sur le domaine, je vais quand même malgré tout répondre à la question. Maintenant, sachez quand même que l'objectif, ça va plutôt être de parler de science, de parler de techniques avancées et pas forcément d'acheter du matériel pour les débutants. N'empêche que je vais quand même répondre à cette question. Donc dans une première partie, je vais plutôt du coup m'intéresser aux débutants. Quel serait selon moi le meilleur matériel à acheter pour un jeune débutant qui souhaite se lancer dans le rechargement d'armes d'épaule. Alors attention, on va bien parler d'armes d'épaule et surtout pas d'armes de poing. Premièrement parce que l'investissement n'est pas du tout le même et secondo parce que je ne m'y connais pas forcément beaucoup en armes de poing et donc du coup ça sert à rien de parler sur quelque chose dont on ne connaît rien. Donc du coup on va rester dans mon domaine qui est les armes d'épaule. Dans un second temps, je vais, pour les curieux, vous présenter le matériel que j'utilise aux différentes étapes de mon processus de rechargement, et comme ça, vous pourrez, si vous voulez copier, entre guillemets, une partie de mon procédé, voir quels sont les outils à acheter, tout bêtement. Donc, allez, c'est parti, on commence par le matériel pour les débutants. Alors pour rendre ça le plus clair et le plus simple possible, j'ai mis les outils en face de l'étape correspondante dans le processus de rechargement. Donc pour le désamorçage et recalibrage, l'outil qui va, c'est un jeu d'outils full length ou neck size, c'est bien pour ça que j'ai mis un ou en rouge. Ne vous amusez pas à acheter les deux, un seul suffit, maintenant c'est à vous de prendre la décision lequel vous voulez utiliser. Pour faire très simple, un outil full length va être très utile et même obligatoire pour les armes semi-automatiques. Pour les armes d'épaule, on peut avoir le choix, donc les carabines à verrou, on aura le choix entre un full length ou un neck size. Alors, à savoir que si on va prendre un neck size, ça veut dire qu'on va simplement venir recalibrer le collet, et par conséquent, on a besoin d'un autre outil pour venir recalibrer le corps de temps en temps, puisque au bout d'un moment, vous vous rendrez vite compte que vous n'arriverez plus à fermer votre culasse, et cet autre outil, on appelle ça un body die. Donc du coup, l'investissement est un petit peu plus important si vous décidez de faire du neck sizing uniquement. Maintenant, si vous voulez faire du recalibrage full length, eh bien, des outils standards feront très bien l'affaire pour un débutant. On va pas s'amuser à commencer à faire des variations de tension de collet, etc. quand on est jeune débutant. Des outils très simples, ça suffit. Alors, par contre, pour les marques, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez. Bon, personnellement, je suis un fada de chez Reading, donc quasiment tout mon matos vient de chez Reading. Donc, du coup, je ne pourrais que vous conseiller d'acheter du Reading. Maintenant, sachez aussi que du Hornady, Forster, etc., ça marche très bien aussi. Alors maintenant on passe à l'étape de la recoupe, qui est encore une fois entre parenthèses puisque ce n'est pas obligatoire, vous la ferez pas à chaque fois, vous la ferez uniquement quand votre étui aura atteint une longueur supérieure au CIP, donc qui risque d'entraîner des problèmes au niveau du chambrage. Donc j'ai sélectionné pour vous soit un case trimmer Reading, environ 140 €, ou le Forster qui est environ à 180 €. Alors sachez aussi que si on veut faire vraiment économique, il y a d'autres outils qui marchent aussi, notamment des outils qui viennent directement s'adapter sur une visseuse. Je suis pas trop fan de ça. Maintenant, sachez que c'est entre guillemets mon avis à moi, c'est ce que je vous conseille. Maintenant, vous êtes vraiment absolument pas obligé de prendre le matériel que je vous conseille. Pour l'étape de chanfreinage, l'outil de chanfreinage Lee Wilson est parfait. Je m'en sers encore maintenant. Ça marche très très bien. Vous pouvez aussi utiliser l'outil Leeman. Alors par contre l'outil Leeman, faites bien attention. Là par exemple ce que vous voyez sur la photo, vous n'êtes capable de faire qu'un chanfrein intérieur. Pour le chanfrein extérieur, il y a encore un autre outil à acheter, donc du coup les coûts viennent un petit peu s'additionner. Alors que si on achète l'outil Wilson, eh bien on peut faire intérieur et extérieur, donc on fait tout d'une traite. Pour l'amorçage, alors j'aurais une petite tendance à vous dire, si vous avez un budget assez serré, utilisez tout simplement votre presse, puisque beaucoup de presses fournissent un bras d'amorçage, donc vous êtes capable de faire l'amorçage directement sur votre presse. Maintenant, si vous voulez gagner un petit peu de temps et puis faire ça un petit peu plus cool, généralement devant la télé ou autre chose, parce que l'amorçage, on n'a pas besoin d'être vraiment très très concentré pour le faire, un amorceur manuel type amorceur RCBS, ça marche très très bien. Alors pareil, encore une fois, il y a plein de marques, il y a Lee qui en propose, K&M, Sinclair, etc. Le RCBS ferait très bien l'affaire pour un débutant qui veut aller relativement vite, tout simplement parce qu'il y a un plateau et puis on peut du coup en amorcer un sacré paquet en très peu de temps. Voilà ensuite l'étape de la pesée, et donc dans la pesée, c'est là où est-ce qu'on a besoin de pas mal de matériel. On a besoin d'une doseuse,
Pourquoi une doseuse? Parce que si vous avez des grosses quantités de poudre à mettre, vous n'allez pas vous amuser à mettre toutes vos quantités de poudre soit à la cuillère ou bien avec votre petit engreneur. Une doseuse, ça coûte pas grand chose et vous gagnez pas mal de temps. Ensuite, du coup, votre doseuse, malheureusement, si vous décidez de prendre une doseuse, par exemple Lee, qui est plutôt bas de gamme, vous allez voir que vos charges vont être données avec des grosses variations de poids. Par conséquent, je vous conseille de viser un petit peu en dessous de ce que vous voulez. Par exemple, si vous visez 5 grammes, vous visez 4 grammes 8 ou 4 grammes 9 et vous venez compléter avec votre engreneur. Donc, important, les deux vont toujours ensemble. N'achetez pas qu'une doseuse ni qu'un engreneur, c'est un petit peu con. Ensuite, il va bien falloir vérifier vos charges. Alors, beaucoup d'entre vous ne jurent que par les balances à fléau. Alors oui, ça marche très bien les balances à fléau. Il y en a de tous les prix, il n'y a pas besoin de piles, ça tombera jamais en rade. C'est une bonne solution. Personnellement, je vous conseille quand même de plutôt partir sur une balance électronique plutôt de bonne facture dès le début, tout simplement parce que du coup, si vous changez vos méthodes et que vous décidez d'aller dans un rechargement un petit peu plus complexe, un petit peu plus poussé, c'est déjà un matériel que vous aurez et donc du coup, c'est un investissement de moins à faire plus tard. Entre guillemets, ça coûte pas beaucoup plus cher qu'une balance à fléau, mais néanmoins, il y a quand même un bon avantage pour cet appareil. Et ça sert à rien d'acheter une balance à fléau, puis vous dire plus tard ça m'emmerde, je préfère passer sur une électronique, revendre, racheter et encore perdre de l'argent en faisant tout ça. Alors, en ce qui concerne le siégeage de l'ogive, quand vous avez acheté un jeu d'outils, alors qu'il soit full length ou bien un X-Size, vous verrez, il y a un siégeur qui l'accompagne. Donc dans ce cas-là, vous n'avez rien à acheter. Par contre, dans la colonne du siégeur, j'ai mis le shell holder tout simplement parce que j'avais pas assez de place pour le mettre avant, ça aurait fait tout rikiki. Alors le shell holder, c'est toujours du coup un appareil qui va servir à la préhension de l'étui par le bas, et on va venir du coup le prendre généralement par la petite gouttière au niveau du culot. Et donc chaque shell holder va être en fonction encore une fois du calibre. Alors par contre, vous verrez, il y a certaines familles qui sont plutôt redondantes, notamment par exemple la famille du 308. Donc si vous rechargez du 243 Winchester, vous verrez que votre shell holder sera le même que pour un 260 Remington, un 308 Winchester, etc. Tout simplement parce que la base est la même. N'empêche que, voilà, je le mets là. Donc depuis tout à l'heure, on utilise des outils quand même qui doivent être montés sur une presse, mais on n'a pas encore parlé de presse. Alors au niveau des presses, pour un débutant, je ne saurais que conseiller une monostation. Si vous êtes débutant, ne commencez pas avec ni une tourelle, ni avec une progressive, vous allez vous faire pousser des cheveux blancs direct, ça sert à rien de commencer trop compliqué, commencez à apprendre bien le processus avec une mono, et plus tard, vous pourrez peut-être passer sur un modèle un peu plus complexe. Alors pour ce qui est des monos, moi personnellement, comme vous pouvez le voir là derrière, c'est du Reading, donc c'est celle que je vous propose là en bas, elle coûte aux alentours de 200 €. Alors sachez aussi qu'on peut trouver des presses qui sont tout aussi perfectionnées pour un peu moins cher. Par exemple la presse Lee, on la trouve aux alentours de 140 €. Par contre, je dis bien attention, la presse Reading dispose bien d'un outil d'amorçage, donc entre guillemets l'amorceur RCBS est en option. Par contre, pour la Lee, il n'y a pas d'amorceur. Donc du coup, pour la Lee, si vous achetez la Lee 140 €, vous serez obligé d'acheter un amorceur. Donc au final, c'est le même prix que d'acheter la Reading et de ne pas acheter l'amorceur. Maintenant, c'est à vous de faire vos choix en fonction de ce que vous voulez. Tout rechargeur se doit d'avoir un pied à coulisse de grande qualité. Alors, de grande qualité, je dis plutôt qui est répétable. Je vous dis, les pieds à coulisse à 10 balles sur Amazon, mettez ça de côté. Tapez un petit peu plus loin. Alors moi j'ai par exemple, sans monter dans des sommes folles, j'ai un pied à coulisse KS Tool qui marche très très bien, je l'ai payé une 40aine d'euros, ça fait 3 ans que je l'utilise, j'ai encore des cales et talons pour vérifier qu'il ne bouge pas au niveau de ses mesures, et c'est nickel. Franchement ça fait 3 ans que j'utilise et ça fait 3 ans qu'il m'a jamais fait défaut. J'ai dû changer une fois les piles parce que forcément quand on recharge beaucoup, les piles elles bouffent, mais c'est un très bon produit, donc si je peux vous conseiller, essayez d'acheter un pied à coulisse KS Tool, vous ne serez pas déçus. Et pour éviter les questions un petit peu con sur tous les forums, sur les groupes Facebook et tout ça, achetez-vous un putain de bouquin. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a la vieille école qui va plutôt être sur le Malfatti. Alors, je ne vous conseille pas forcément le Malfatti. Pourquoi ? Parce que si on prend l'intégralité des pages,
il y a 70% des pages qui vont être consacrées à des tables de rechargement. Mais aujourd'hui, à l'ère moderne, eh bien, les tables de rechargement, on les a directement chez les fabricants. Donc pourquoi s'emmerder à acheter un produit un livre qui va vous coûter 50 balles, dont 70% du contenu est accessible directement sur Internet. Moi, si je suis un jeune rechargeur, je cherche plutôt de la technique, je cherche du coup quelque chose d'illustré qui va me permettre de visualiser les différentes étapes et les différents process. Et là, le livre Le Rechargement est très bien. Parce que dans le rechargement, on a de l'ordre de 70 à 80% des pages qui sont consacrées au rechargement, au matériel et aux techniques. On n'a pas de table superflue qui viennent encombrer le bouquin et qu'au final, on vient plus jamais lire. J'ai le Malfatti là-bas derrière. Je l'ai ouvert en tant que débutant parce que tout le monde m'a dit achète le Malfatti. Je l'ai lu. Quand j'ai fini de le lire, j'ai fait ah ouais, putain, c'était pas 50 balles de bien investi. Hein. Je préfère largement les 50 balles que j'ai investi dans le livre Le Rechargement. Donc maintenant on a terminé pour le matériel de débutant. Je vais vous montrer maintenant moi ce que j'utilise actuellement. Alors on attaque la présentation de mon matériel. Alors je vais organiser exactement de la même manière que dans la vidéo sur les cycles de rechargement, simplement c'est un petit peu disposé autrement pour avoir un petit peu plus de place pour moi caser mes petites images. Alors pour tout ce qui est l'étape de préparation, donc les 3 premières étapes, donc l'alésage du trou des vents, l'uniformisation des logements d'amorce et le tournage de collet, j'utilise que des produits K et M. Alors attention, il y a d'autres produits qui marchent très bien, simplement là dans cette vidéo je vous montre ce que j'utilise, au moins j'aurai pas toujours la même question de qu'est-ce que tu utilises pour faire ça. Donc l'outil pour faire la rectification des évents, c'est encore une fois chez KM, donc de l'ordre de 50$. Les préparations des logements d'amorce, c'est encore une fois chez KM, 25$. Les expandeurs, alors on a des expandeurs, alors le prix avec le système monté c'est de l'ordre de 30$, maintenant vous rajoutez un certain prix à chaque fois pour changer de calibre, et le système pour faire le neck turning, donc le tourneur de collet, il faut compter aux alentours de 100-120$. Alors attention, faites attention, vous allez prendre une sacrée claque arrivée en France avec les taxes, comptez de l'ordre de 30% de taxes, plus un frais de port de l'ordre de 50-60€ à chaque fois, et attention, les 30% de taxes s'appliquent sur le prix des produits plus les frais de port. Donc calculez pas 30% de votre panier, calculez 30% de votre panier avec les frais d'envoi. Alors ensuite on arrive dans le cycle de rechargement, alors je vais reprendre complètement par la gauche. Moi pour le désamorçage, donc comme j'ai déjà dit, j'utilise le désamorceur à main Francfort. Alors pourquoi j'utilise celui-là en particulier ? Parce que déjà il y a 2 possibilités pour faire le désamorçage seul. Soit vous utilisez un outil qui va être monté sur une presse, style désamorceur universel, Lee, RCBS, il y en a plein de marques qui en font, mais le problème c'est que ça nécessite d'être sur sa presse. Moi j'aime bien aussi un coup de temps en temps, cool, on va dans le salon, on prend son paquet de douilles et puis on fait devant la télé en discutant le désamorçage, parce que finalement le désamorçage c'est rien de compliqué ni rien de dangereux. Donc du coup le fait de pouvoir le prendre où je veux, c'est super pratique, et puis en plus de ça c'est très rapide à utiliser, je vais super vite à les faire, grosso modo une centaine d'étuis, mais en un quart d'heure c'est désamorcé. En plus, cet outil est vraiment universel, donc il est livré avec différents types de collets qui peuvent accepter aussi bien des tout petits étuis comme des 220 de Remington que des très gros comme du 300 Winmag entre autres. Donc déjà, j'utilise ça pour le désamorçage. Pour le lavage, alors moi j'utilise un tumbler humide. Alors des tumblers humides, il y en existe tout un tas de marques. Moi personnellement j'ai choisi la Robustesse. En fait c'est un tumbler humide à l'origine qui était destiné à polir les pierres. Donc il est fait en fait pour tourner des semaines et des semaines et des semaines et des semaines avec des matériaux abrasifs dedans pour venir polir les pierres. Donc on se dit que c'est pas en tournant une demi-heure, 1 heure, voire 2 heures, un coup de temps en temps, plusieurs fois par semaine, que le truc va rendre l'âme. Il est fait pour tenir des semaines et des semaines, donc j'ai plutôt tenté le coup là-dessus. Alors ça coûte environ 200€, je mettrai un lien dans la description si vous cherchez ce produit en particulier. Alors après sachez qu'il y a des tumblers qui sont vraiment spécifiques pour les douilles, notamment il y a Francfort justement qui refait ce type de produit. Maintenant voilà, j'ai décidé de prendre plutôt pour polir les pierres. Pour le recalibrage, j'utilise exclusivement des shell holders de compétition pour venir gérer ma feuillure. Alors ces shell holders de compétition, on les trouve aux alentours de 70€, il y en a chez ESP, il y en a chez Bronel, il y en a partout. Faites attention, encore une fois, c'est comme les shell holders, ça marche par famille. Donc par exemple, un shell holder de compétition fonctionnera aussi bien pour du 308 que pour du 243, etc. Donc même principe qu'un shell holder standard. Pour les recalibrages, j'utilise toujours des recalibrages
à bushing type S. Alors j'utilise toujours du recalibrage intégral, je ne suis pas du tout partisan du recalibrage uniquement de neck, donc ne me posez pas la question si j'utilise un body die au bout de tel ou tel temps, je ne l'utilise pas, moi je ne fais que du recalibrage intégral. Puisque quand on fait un recalibrage intégral de la bonne façon, en utilisant les shell holders de compétition, on ne va absolument pas diminuer la vie de l'étui. J'ai des étuis qui ont 17, 18, là je crois qu'ils doivent arriver à leur 19e rechargement en 222 Remington, et je pense que vu l'état, ils pourront encore en faire au moins 10, 15 ou 20. Et j'ai pas fait de recuit, j'ai rien fait dessus, hein. Ils sont d'origine. Donc dire que le recalibrage intégral vient fusiller la vie de l'étui, c'est une connerie. C'est vrai quand vous allez le faire dans de mauvaises conditions et quand vous n'allez pas optimiser la feuillure. Donc en utilisant les shell holders standards, oui effectivement vous allez bouffer la durée de vie de vos étuis, pas avec les shell holders de compétition. N'oubliez pas du coup que quand j'utilise un outil à bushing, eh bien il me faut forcément des bushings. J'utilise généralement toujours mes bushings par 3, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que mon étui a tendance à vieillir, l'élasticité du laiton est de moins en moins importante et par conséquent je diminue la taille de mon bushing. C'est pour ça que j'aime bien avoir 3 bushings. Pour la recoupe, j'utilise toujours le case trimmer Lee Wilson que vous avez déjà vu dans une présentation, donc je ne vais pas parler de lui en détail. N'oubliez pas qu'il doit toujours être accompagné du guide spécifique à l'étui que vous recalibrez. Pour le chanfreinage, comme les débutants, puisqu'il marche très bien, j'utilise le Lee Wilson à 25 €, ça marche très très bien. Pour le deuxième nettoyage, j'en parle pas puisque c'est encore une fois le même tumbler humide. Pour l'amorçage, j'utilise le KM Sitter. Alors, pourquoi j'utilise celui-ci plutôt que le RCBS ? Tout simplement parce que les tireurs de bench ont plutôt tendance à l'utiliser, donc du coup je leur fais confiance. On a une meilleure sensation quand on vient insérer l'amorce, on vient bien sentir quand est-ce qu'on touche le bout du logement d'amorce, donc on ne force pas de manière abusée, donc du coup on a un meilleur feeling avec cet outil-là et j'ai préféré utiliser celui-ci. Pour l'étape de la pesée, j'utilise le GEM Pro 250. Donc, comme les débutants, si je l'ai conseillé, c'est vraiment parce que je suis bien content de cet outil. J'aurais quand même une réserve à apporter sur cette balance, c'est que elle me perd le zéro de temps en temps et ça m'emmerde. C'est-à-dire que on fait le zéro avec notre petite coupelle, on fait quelques charges, on le remet la coupelle dessus et mince, mon zéro il s'est transformé en 0,10 grammes. J'aime pas trop ça. Alors peut-être que c'est mon temps de préchauffe au début qui est trop court et donc du coup quand elle chauffe les réglages se perdent. Peut-être que ça vient de ça, ou bien peut-être aussi que y a un défaut sur la mienne, je ne sais pas. Bon, n'empêche que globalement j'en suis très content, il y a juste ce petit défaut qui m'arrive de temps à autre. J'utilise également l'engreneur RCBS. Et j'ai par contre moi une doseuse Model 3 de chez Reading que vous voyez là derrière. Pourquoi celle-ci en particulier ? Parce qu'elle a un grand domaine de mesure, c'est-à-dire que vous pouvez dispender aussi bien 1/10 de gramme que dispendre 5 grammes. Donc moi qui recharge beaucoup de différents calibres d'épaule, je suis capable d'avoir une seule doseuse qui sera capable de tout faire. Pour le siégeage de mes balles, j'ai plutôt tendance à utiliser le positionneur micrométrique Forster. J'avais aussi des positionneurs Reading. Alors je sais pas pourquoi, j'ai un meilleur feeling avec les positionneurs Forster. Alors bon, j'utilise ça. J'ai aussi des Reading, hein, mais globalement positionneur à chambre flottante pour avoir de meilleures concentricités, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Et pour mon contrôle, j'utilise, vous voyez un petit peu la jauge. Ici, j'utilise du coup le Sinclair Concentricity Tool Gauge. C'est un outil qui va simplement me permettre de vérifier les concentricités aussi bien au niveau de ma balle qu'au niveau de mes collets. Au moins, j'ai un contrôle dimensionnel qui est vachement mieux foutu que simplement dire voilà, j'ai fini et puis c'est tout, on tire et on verra bien. Au moins, je suis capable d'écarter si j'ai des fois quelques petits défauts sur certaines de mes munitions. Et comme presse, j'utilise la presse Reading, 210 €, il y en a partout, Brownwell, ESP. Donc du coup, à tous les débutants qui se posent la question combien ça va me coûter de recharger, pour les débutants, le panier que je vous avais fait, c'était de l'ordre de 800-900 €. Donc
pour être très large, compter avec les consommables, etc. Un petit 1000 € pour débuter, c'est très bien. Maintenant, si vous voulez aller dans la précision, 1000 €, vous irez vraiment pas très loin avec ça. Moi, par exemple, ce que vous avez là devant pour un seul calibre, il y en a déjà pour 1880 €. Là-dessus, faut rajouter que quand on change de calibre, du coup, on va avoir du coup des nouveaux jeux outils, on va avoir des nouveaux bushings, etc. Donc du coup, l'addition monte vraiment rapidement. Donc du coup, il n'existe pas de réponse bateau en disant ça va te coûter exactement telle somme. C'est à vous de définir votre utilisation, qu'est-ce que vous voulez faire comme résultat. Si vous voulez simplement recharger pour dire de faire des économies, eh bien le guide de débutant est très bien. Maintenant, si vous voulez recharger pour faire des points, pour faire de la perf, pour vraiment prendre du plaisir à faire des groupements de plus en plus petits, le kit de débutant, c'est pas pour vous, hein. Essayez de partir plutôt sur un kit à peu près comme le mien. Alors attention, hein, je dis pas prenez le mien, c'est le panier parfait, non, loin de là, hein. Il y a certains de mes achats, avec du recul, je me dis que j'aurais dû prendre autre chose, notamment ma presse, maintenant que je suis un rechargeur plutôt confirmé, elle m'emmerde un peu. Pourquoi ? Parce que vu que je tire plusieurs calibres, j'ai tendance à du coup changer régulièrement mes outils. Et le problème, c'est que du coup on passe son temps à visser et dévisser nos outils, et en plus de ça, à ceux qui vont me dire oui, utilise le système lock and load Hornady, je peux pas, tout simplement parce que le pas de ma presse, le filetage sur le haut de la presse, il est dans la matière, donc du coup j'ai pas d'insert pour venir avoir mon système de montage rapide lock and load, donc je suis vraiment bloqué avec cette presse là. Donc il y a de grandes chances que dans un futur proche, d'ici 6 mois, 1 an, j'évolue vers une presse un petit peu plus performante. Maintenant, pour un débutant, pour les premières années, c'est très 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 bien. Voilà ce qui marque la fin de cette vidéo. Alors j'espère que ça vous a plu. J'étais pas du tout parti pour faire une vidéo de ce genre à l'origine, à la création de la chaîne, mais bon, s'il y a une demande, autant apporter une réponse à cette demande. Sachez également aussi que du coup je viens de me commander un très beau caméscope, un Panasonic 4K, le truc un peu de malade, pour pouvoir filmer un peu dans de très bonnes conditions le tir qui aura lieu le week-end du 24-25 avec Benjamin. Donc du coup au moins on aura une bonne qualité aussi bien audio que d'image. Au moins vous pourrez apprécier un petit peu l'événement. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, et pour ceux qui ont aimé la vidéo, mettez-moi un petit like, ça me permettra de m'encourager et puis de voir que le travail que je fournis vous plaît, et ça me motivera à continuer, et puis à continuer surtout au rythme où je suis, puisque j'enchaîne quand même assez rapidement les vidéos, ça prend beaucoup de temps, donc du coup motivez-moi à continuer à ce rythme là. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo.